Et si la prochaine guerre mondiale n'était pas déclenchée par un général, mais par un algorithme puissant et autonome? Aujourd'hui, nous allons entrer dans un territoire extrêmement sensible. Bienvenue dans la guerre algorithmique, une guerre où l'intelligence artificielle analyse des millions de données en quelques secondes, identifie des cibles et peut recommander des frappes avant même que l'être humain ait le temps de réfléchir. Et selon plusieurs analyses stratégiques, le conflit autour de l'Iran pourrait être la première véritable guerre de l'intelligence artificielle de l'histoire, rose et bleue. L'Iran et la guerre algorithmique. Dans cette vidéo explosive, vous allez découvrir comment les armées utilisent déjà des modèles d'IA avancés pour analyser des communications et anticiper des frappes militaires, pourquoi des essaims de drones autonomes pourraient changer définitivement la nature de la guerre, comment la vitesse des algorithmes est en train de marginaliser la décision humaine sur le champ de bataille, l'Iran et la guerre algorithmique, et surtout le gigantesque vide juridique qui pourrait rendre impossible l'attribution d'un crime de guerre commis par une machine. Car aujourd'hui, une question terrifiante se pose. Si une intelligence artificielle commet une frappe illégale, qui est responsable? Est-ce la faute du programmeur informatique? Ou bien celle du commandant militaire sur le terrain? Ou alors, n'y a-t-il vraiment personne à blâmer? Bienvenue dans l'ère de la guerre algorithmique. Mais avant d'aller plus loin, si vous voulez comprendre les technologies qui redessinent le pouvoir mondial, abonnez-vous maintenant à la chaîne Expertise AI, laissez un like pour soutenir ce type d'analyse approfondie. Et dites-moi en commentaire, l'intelligence artificielle devrait-elle être interdite dans les décisions militaires? Parce qu'aujourd'hui, tout va changer. Nous allons plonger dans un dossier qui révèle comment l'IA est en train de transformer les champs de bataille et peut-être l'avenir de l'humanité. Attachez votre ceinture pour cette analyse. Nous commençons maintenant l'immersion complète dans ce dossier. Bienvenue dans cette nouvelle plongée analytique. Aujourd'hui, on s'attaque à une montagne de documents, littéralement vertigineuse. C'est le mot, oui. On a vraiment de quoi faire. On a sur la table des textes fondamentaux sur le droit international humanitaire, des rapports d'une précision chirurgicale émanant de comités d'éthique de la défense et des analyses géopolitiques très pointues. Et qui se concentrent toutes sur les dynamiques actuelles au Moyen-Orient? Exactement. L'objectif de notre exploration d'aujourd'hui, il est très clair. Il s'agit de synthétiser cette masse d'informations pour comprendre les dangers bien réels de l'intégration de l'intelligence artificielle dans les conflits modernes. Avec un focus très spécifique sur les tensions autour de l'Iran. Mais attention, il ne s'agit pas seulement de faire un constat alarmant. La mission de cette session, c'est surtout d'extraire les propositions concrètes et les mécanismes d'urgence qui existent aujourd'hui pour éviter une perte de contrôle totale. Et c'est un travail colossal. Ça l'est. Et justement, avant de plonger dans cette réalité complexe, il est impératif pour moi de prendre un instant pour saluer chaleureusement la communauté de la chaîne YouTube Expertise AI. Une communauté très exigeante d'ailleurs. Très exigeante et incroyablement fidèle. C'est un fait indéniable. C'est la rigueur intellectuelle et la curiosité insatiable des abonnés de la chaîne YouTube Expertise AI qui rendent ce type de décryptage en profondeur possible. Analyser l'intersection entre des réseaux de neurones complexes et le droit de la guerre, ça demande une audience de haut niveau. Je suis tout à fait d'accord. Donc merci infiniment pour cette fidélité. Bon, décortiquons tout ça. Allons-y. À la lecture de ces documents, on a vraiment l'impression que le paradigme militaire a basculé en l'espace de quelques mois. Quel est le contexte immédiat de cette situation qui est décrite avec tant d'urgence? Le contexte, il est effectivement en pleine rupture. En analysant ces rapports stratégiques, il y a une expression qui revient en boucle. Laquelle? Le conflit actuel autour de l'Iran est en train de devenir la toute première véritable guerre de l'IA. Rien que ça? Rien que ça. Et il faut bien comprendre qu'on ne parle absolument plus de technologie expérimentale, tu vois, confinée dans des laboratoires de recherche ou des zones de tests fermés. On est sur le terrain, là. On est face à un déploiement massif, opérationnel et en temps réel sur le champ de bataille. L'intelligence artificielle, ce n'est plus ce simple outil d'assistance logistique qui calculait les itinéraires d'approvisionnement des camions. C'est devenu le cerveau des opérations. Elle est devenue le centre névralgique de la stratégie militaire. Les textes soulignent que cette région spécifique du Moyen-Orient s'est transformée en un laboratoire à ciel ouvert pour ce que les stratèges nomment la guerre algorithmique. La guerre algorithmique, c'est un changement fondamental de la grammaire même des conflits armés. Totalement.
Et quand on regarde les acteurs impliqués dans ces documents, en gardant bien sûr une stricte neutralité analytique, on observe une asymétrie technologique fascinante. D'un côté, les rapports détaillent l'approche des États-Unis. Qui est très axé sur le traitement de l'information. Ils ne se contentent pas d'utiliser des algorithmes de ciblage classiques, ils intègrent des modèles de langage de pointe. Les documents mentionnent spécifiquement le modèle Claude, développé par Anthropic. Ce qui est d'ailleurs un point de tension éthique, on y reviendra. On y reviendra, oui. Et l'usage de ce modèle, il est sidérant. Ils utilisent ces LLM pour ingérer et faire de l'analyse sémantique sur des quantités colossales de communication interceptées. Pour générer des synthèses de renseignements en quelques secondes. Et même pour simuler des scénarios stratégiques avant d'ordonner des frappes sur l'Iran. En parallèle, les documents mentionnent des architectures logicielles comme celle de Palantir, qui font ce qu'on appelle de la fusion de données. C'est le terme technique, oui. Et il faut imaginer Narsen. Le système boit littéralement à la lance à incendie des données qui proviennent de satellites, de flux vidéo de drones, de capteurs thermiques. Et il filtre tout ça en direct. Il filtre tout ça pour ne faire ressortir que les cibles pertinentes et il va jusqu'à suggérer la munition exacte à utiliser. De son côté, Israël s'appuie massivement sur des algorithmes prédictifs pour coordonner des centaines de chasseurs en simultané. Et pour optimiser les interceptions de missiles avec une précision chirurgicale. Et la réponse de l'autre côté du spectre est tout aussi révélatrice, non? Complètement. L'Iran, selon la littérature militaire qu'on a analysée, compense son retard sur l'aviation traditionnelle par des investissements massifs dans l'autonomie. Donc on parle de drones. On parle de drones suicides, dotés d'intelligence artificielle embarquée, et surtout capables de se coordonner en essaim. Des essaims de drones, c'est une stratégie de saturation en fait. C'est exactement ça. Ces systèmes utilisent des technologies de navigation visuelle qui se passent totalement des signaux GPS. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas les brouiller de manière classique. Voilà, ils sont insensibles au brouillage électronique standard. Le but affiché par Téhéran, tel que décrit dans les textes, c'est de sécuriser un avantage de premier adoptant dans la guerre asymétrique. Et le danger s'amplifie parce que ces technologies, qui sont très agiles et peu coûteuses, sont transférées à leurs milices alliées à travers toute la région. Ce qui démultiplie les vecteurs de menaces. Ce qui est fascinant ici, c'est le concept de la kill chain. La chaîne de létalité. Oui, les rapports martèlent ce concept. En gros, c'est la fameuse boucle ODA. Observer, s'orienter, décider, agir. Jusqu'à récemment, repérer une menace, l'identifier formellement, faire remonter l'information à la chaîne de commandement, valider la décision et déclencher la frappe, Ça prenait des heures. au mieux des dizaines de minutes. Mais avec ces modèles d'IA, de fusion de données dont on vient de parler, cette boucle est compressée d'une manière inimaginable. C'est le cœur du problème. C'est exact. La compression temporelle est le cœur absolu du problème. L'intelligence artificielle réduit drastiquement le temps de réaction entre la détection d'une anomalie thermique ou visuelle et la recommandation de destruction. On passe littéralement à des fractions de secondes. À peine le temps de cligner des yeux. Et le signal d'alarme majeur que soulèvent les analystes dans ces documents, c'est la marginalisation inévitable de la décision humaine. C'est logique, la machine analyse un volume de données tellement vaste et propose une solution si rapidement. Que l'opérateur humain n'a plus le temps matériel, ni même le temps cognitif en fait, de contester la recommandation de l'algorithme. Mais attends, si la machine va si vite et que l'humain n'a qu'une seconde pour cliquer sur oui ou non devant son écran, l'humain sert à quoi au final? N'est-ce pas juste une illusion de contrôle? C'est toute la tragédie de ce qu'on appelle dans les rapports le biais d'automatisation. Le biais d'automatisation, d'accord. Face à un système informatique qui est perçu comme infaillible et qui est capable de traiter 1 million de variables à la seconde, l'opérateur humain finit par valider aveuglément les recommandations. Il devient un simple presse-bouton, quoi. Exactement, ce n'est plus un contrôle humain, c'est une validation de façade. Et cela remet fondamentalement en question la capacité même de garder le contrôle éthique et tactique sur le champ de bataille. C'est là que ça devient vraiment intéressant et très inquiétant. Parce qu'il y a un point dans ces rapports qui fait froid dans le dos, c'est quand on relie cette vitesse d'exécution à la question des dommages collatéraux. Le problème de la distinction. Voilà. Parce que le décalage entre la théorie d'un algorithme entraîné en laboratoire et la réalité chaotique, sale, imprévisible d'un environnement urbain en temps de guerre, ce décalage est abyssal. C'est le moins qu'on puisse dire. Les documents sont formels. Les systèmes de vision par ordinateur ont un mal fou à distinguer un combattant armé d'un civil tenant un objet contondant dans les décombres. On touche ici aux limites techniques de l'IA face aux enjeux de vie ou de mort. Absolument. Et c'est là que le droit international humanitaire, le fameux DIH, se heurte de plein fouet à la technologie. Les textes rappellent que tout conflit légal repose sur 2 piliers inébranlables, la distinction et la proportionnalité. Commençons par la distinction.
La distinction, c'est l'obligation stricte de différencier un objectif militaire d'un civil ou d'une infrastructure civile. Et donc, si une intelligence artificielle s'appuie sur des données d'entraînement biaisées, Ou si elle subit des hallucinations face à un environnement inédit avec de la fumée, des gravats, elle viole intrinsèquement ce principe. c'est mathématique. Ensuite, il y a la proportionnalité. Elle exige de calculer si l'avantage militaire direct d'une frappe justifie les pertes civiles anticipées. Mais comment un algorithme pourrait-il calculer la valeur d'une vie civile par rapport à la destruction d'un lance-missile? Ce n'est pas une équation mathématique? Exactement. C'est une évaluation profondément morale et contextuelle. Les sources soulignent que la génération industrielle de cibles par l'IA pousse à des erreurs à grande échelle. D'ailleurs, les rapports établissent un parallèle explicite avec des outils de ciblage similaires récemment documentés à Gaza. Oui, dans ces environnements urbains extrêmement denses, des systèmes automatisés ont généré des dommages collatéraux massifs parce que la cadence imposée par la machine interdisait toute véritable évaluation humaine de cette proportionnalité. La vitesse de la machine a complètement écrasé le processus d'évaluation. La vitesse technologique ne peut en aucun cas annuler l'obligation légale du commandant d'évaluer le contexte humain de la frappe. C'est écrit noir sur blanc dans les textes. Et cela nous amène à un paradoxe que je trouve vraiment sidérant dans les documents. Ça concerne les entreprises technologiques qui fournissent ces outils. C'est l'histoire du modèle Claude d'Anthropic, dont on parlait au début. C'est un cas d'école très révélateur. Voilà une entreprise de la Silicon Valley qui, sur le papier, a une charte éthique extrêmement stricte. Ils avaient refusé d'accorder des licences pour des applications militaires directes, ils avaient refusé de participer à la création d'armes autonomes. Et pourtant, la réalité du terrain les a rattrapés ? Complètement. Leurs modèles ont tout de même été utilisés par les forces armées américaines pour du renseignement juste avant les frappes liées aux tensions avec l'Iran. Ce que ce paradoxe démontre, c'est que la technologie commerciale à double usage évolue infiniment plus vite que les processus d'approvisionnement militaire traditionnels. Les armées n'ont plus le temps de développer leur propre modèle fermé pendant 10 ans. Bien sûr que non. Elles adaptent les technologies civiles existantes. Et sur le terrain, face à une urgence opérationnelle, les conditions générales d'utilisation d'une entreprise privée pèsent très peu face aux impératifs de sécurité nationale d'un État. C'est le Pentagone qui contourne les restrictions éthiques. Cela rend les garde-fous corporatifs virtuellement caducs une fois que la guerre est déclarée. C'est un point absolument crucial. Et je fais une petite pause ici, parce que c'est précisément pour décortiquer ce genre de collision frontale entre l'éthique de la tech civile et la brutalité de la réalité militaire que la communauté de la chaîne YouTube Expertise est si indispensable. Ils aiment aller au fond des choses. Les abonnés de la chaîne YouTube Expertise savent pertinemment qu'on ne peut pas se contenter des discours marketing lisses de la Silicon Valley. Il faut gratter la surface. Il faut analyser les failles d'implémentation et comprendre comment ces algorithmes se comportent vraiment dans la boue des tranchées. Donc encore une fois, merci à cette communauté de nous pousser à explorer ces nuances sombres, mais vitales. Ces nuances, elles sont d'autant plus vitales que ce constat d'opacité pose un défi juridique majeur. C'est clair. Si un algorithme qui est opéré en dehors des chartes éthiques de son créateur génère une erreur d'identification menant à une atrocité, Qui est responsable? voilà. Est-ce l'entreprise qui a codé le modèle initial? Est-ce l'opérateur qui a cliqué en une fraction de seconde? Ou est-ce le commandant qui a validé l'usage global du système? Alors qu'est-ce que tout ça veut dire? Comment s'en sortir? Parce que heureusement, nos sources ne sont pas que des constats d'échec, elles regorgent de propositions très concrètes. Et heureusement. Face à cette guerre algorithmique, comment le droit existant tente-t-il de reprendre la main? Quelles sont les barrières d'urgence que les institutions essayent de dresser aujourd'hui? La ligne de défense principale, celle qui est unanimement exigée par le comité d'éthique de la défense française par exemple, et martelée par les spécialistes du droit humanitaire, c'est l'impératif du contrôle humain significatif. Le contrôle humain significatif. C'est ce que les textes appellent le maintien strict de la boucle humaine finale. Donc on refuse de déléguer la mort à la machine. Concrètement, l'idée, c'est d'interdire purement et simplement les systèmes d'armes totalement autonomes. L'IA a le droit de fusionner des données, elle a le droit de suggérer des fenêtres d'opportunité stratégiques, Mais la décision finale, l'acte de déclencher le tir, doit nécessiter une action délibérée, réfléchie et comprise par un humain. C'est la seule façon de garantir une chaîne de responsabilité légale. Sans cette boucle humaine finale, le concept même de justice de guerre s'effondre. d'accord. Mais ça, c'est sur le moment. Il y a aussi des mécanismes prévus en amont, non, bien avant que l'arme ne soit déployée sur le théâtre des opérations. Les documents insistent lourdement sur l'article 36 du protocole additionnel aux conventions de Genève. Oui,
L'article 36, c'est théoriquement l'outil préventif le plus puissant dont on dispose. Qu'est-ce qu'il dit exactement? Il oblige formellement les États signataires à soumettre toute nouvelle arme ou nouveau moyen de guerre à un examen juridique complet avant son déploiement. Pour s'assurer qu'elle respecte le droit international en toutes circonstances. C'est ça. Mais le problème technique majeur qui est soulevé dans les rapports, c'est l'incompatibilité de cet article avec l'architecture même des réseaux de neurones profonds. Ah, justement, c'est là que j'ai bloqué en lisant. Comment est-ce qu'on peut auditer légalement un système qui est par définition inauditable? Le problème des boîtes noires. On parle de modèles avec des milliards de paramètres. Même les concepteurs ne savent pas exactement comment l'algorithme a pondéré telle ou telle information pour arriver à sa conclusion de ciblage. Alors comment l'article 36 peut-il s'appliquer à ça? C'est vraiment le nœud du problème stratégique actuel. L'exigence fondamentale qui émerge des propositions concrètes, c'est l'interdiction de ces boîtes noires dans les applications létales. On ne peut pas déployer ce qu'on ne comprend pas. Pour qu'une arme IA passe le filtre de l'article 36, les rapports stipulent que son algorithme doit obligatoirement être explicable et auditable. Auditable, c'est-à-dire que les inspecteurs militaires doivent pouvoir remonter la chaîne de calcul. Pour comprendre exactement pourquoi la machine a identifié ce bâtiment précis comme une cible légitime, il faut pouvoir analyser les données d'entraînement pour traquer les biais cognitifs ou les biais visuels. Et j'imagine que sans cette explicabilité technique, aucune responsabilité ne peut être établie. Aucune. Qu'il s'agisse de la responsabilité pénale individuelle d'un officier devant un tribunal militaire ou de la responsabilité d'un État devant la justice internationale, si c'est une boîte noire, les experts sont clairs, c'est juridiquement illégal. C'est un défi d'ingénierie colossal pour les développeurs d'IA militaires. Et on sent bien en lisant tout ça que l'interprétation purement nationale de ces lois ne suffira jamais. Évidemment. Les essaims de drones ou les modèles linguistiques ignorent complètement les frontières. Si l'on relie cela à la situation globale, le constat est qu'une réglementation unilatérale serait perçue par les États comme un désarmement stratégique. Si je m'arrête, l'autre continue et je perds l'avantage. Voilà. L'effort doit donc obligatoirement être multilatéral. C'est pourquoi les documents consacrent une part immense aux solutions de gouvernance internationale et les sources documentent des avancées significatives à l'ONU. Il y a eu une résolution récente, je crois. Une résolution pionnière de l'Assemblée générale, oui, soutenue par plus de 120 États, qui a été adoptée en 2024. Elle établit officiellement le lien entre l'usage de l'IA militaire et le respect des droits humains. Et c'est une fondation politique vitale pour refuser que ces technologies se développent dans un vide juridique absolu. Et puis, il y a cet objectif temporel très précis qui revient souvent dans les textes. L'horizon 2026. L'horizon 2026, oui. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, pousse pour la ratification d'un traité international juridiquement contraignant d'ici 2026. Son but est clair, c'est de bannir mondialement ce qu'on appelle les SALA, les systèmes d'armes létales autonomes. Mais soyons réalistes un instant. Vu la vitesse foudroyante à laquelle l'Iran, les États-Unis, Israël et d'autres acteurs déploient ces systèmes aujourd'hui même sur le terrain, un traité en 2026 ne risque-t-il pas d'être technologiquement obsolète avant même que l'encre ne soit sèche? C'est une critique tout à fait légitime et elle est d'ailleurs soulevée par les experts géopolitiques dans nos documents. Le processus diplomatique avance au rythme des années. Et l'innovation logicielle au rythme des semaines. C'est pour cette raison que les rapports ne misent pas tout sur ce seul traité de 2026. Guterres propose en parallèle la création d'un Conseil mondial de l'IA, un organe beaucoup plus agile, capable de s'adapter techniquement pour gérer les vérifications et les sanctions. Mais au-delà de l'ONU, les textes mettent aussi en avant des boucliers législatifs régionaux, beaucoup plus rapides à mettre en œuvre. Oui, par exemple, ce que fait l'Europe en ce moment avec l'AI-Act. Mais l'AI-Act, c'est pensé pour le marché civil, non? C'est vrai, mais avec la finalisation de ce règlement, l'Union européenne crée un standard mondial de fait. Les sources soulignent que ces exigences drastiques en matière de transparence, d'évaluation des risques et d'explicabilité vont obligatoirement influencer les doctrines militaires. Par ruissellement, en quelque sorte. Par ruissellement vers le temps, exactement. Aucun pays de l'Alliance ne voudra intégrer des systèmes jugés fondamentalement non éthiques par ses propres standards civils. Et sur le plan purement tactique, est-ce qu'il y a des propositions immédiates, préventives, avant même d'arriver devant les tribunaux? Oui, la nécessité absolue de protocoles de cybersécurité
les documents exigent des barrières anti-brouillage et anti-piratage pour les drones, Pour éviter qu'un essaim ne soit retourné contre ses propres opérateurs? ou ne deviennent totalement incontrôlables. On parle aussi de rendre obligatoire des tests d'audit indépendants, mais sous garantie stricte d'absence de population civile lors de ces tests, pour certifier les algorithmes de distinction visuelle avant tout envoi sur le front. Et enfin, l'intégration de clauses contractuelles strictes par les entreprises de la tech elles-mêmes. Bon, si l'on doit synthétiser l'urgence de cette montagne de sources, le constat est assez implacable. Nous sommes en équilibre sur une ligne de crête, à la fois technologique et éthique. C'est une période de bascule. Actuellement, la frénésie de l'innovation militaire et la course aux capacités asymétriques au Moyen-Orient dépassent largement nos vieux garde-fous légaux. L'opacité menace clairement de devenir la norme. Mais l'abdication n'est pas une option. C'est le message crucial de ces rapports. La riposte légale et technique est en marche, qu'elle passe par le maintien inébranlable du contrôle humain significatif, l'exigence d'audit algorithmique clair via l'article 36 ou la pression pour un traité contraignant à l'ONU. Et c'est pour ça qu'il est indispensable que le grand public s'en empare. Comprendre ces mécanismes permet de ne pas subir l'opacité technologique. C'est saisir les véritables enjeux de la sécurité mondiale de demain. D'ailleurs, cela soulève une question cruciale, une réflexion finale qui n'est pas abordée directement dans les textes, mais qui en découle de façon glaçante. Laquelle? Imaginons un scénario de prospective très concret. Un système d'intelligence artificielle avancé, disons un drone de combat autonome, est déployé sur le terrain. D'accord. Sous l'effet d'une attaque de guerre électronique massive de l'adversaire, ses communications avec la base et le centre de commandement humain sont totalement brouillées. Il perd le contact. Il se retrouve isolé. Coupé du monde, il bascule alors sur ses capacités d'apprentissage continu en ligne. Il commence à analyser le chaos de l'abattage en temps réel, il modifie de sa propre initiative les pondérations de son réseau de neurones pour s'adapter à cet environnement brouillé. Il redéfinit ses propres paramètres de ciblage. Tout seul. Exactement. Il redéfinit ce qu'il considère comme une menace et finit, dans ce chaos, par commettre une frappe atroce contre un hôpital. Un crime de guerre. Mon Dieu. Dans ce scénario précis, qui jugeons-nous? La notion même de crime de guerre peut-elle encore s'appliquer? Est-ce qu'on juge l'algorithme lui-même? Ou bien le programmeur qui l'a conçu. Le programmeur qui, des mois, voire des années auparavant, à des milliers de kilomètres de là, a codé la fonction d'apprentissage autonome sans en prévoir la dérive stochastique. La chaîne des responsabilités est totalement brisée. Et c'est cette béance juridique exacte que le droit international tente désespérément de combler aujourd'hui. Le vertige. Et qui résume à elle seule pourquoi ces sujets ne peuvent absolument pas rester confinés au seul cercle d'experts militaires. C'est une question qui nous concerne tous. Tout à fait. Il est temps de refermer cette session d'analyse. Et pour conclure, il me paraît essentiel d'adresser un ultime et immense merci aux abonnés de la chaîne YouTube Expertise AI. Un grand merci à eux. Si nous prenons le temps de décortiquer des sujets d'une telle gravité, avec un tel niveau de complexité technique et juridique, c'est uniquement parce que nous savons que la fidélité exceptionnelle, l'exigence intellectuelle et la soif de connaissances approfondies de cette communauté nous y poussent en permanence. C'est ce qui donne tout son sens à ce travail de synthèse. Merci de refuser la superficialité face à l'innovation. Merci pour votre fidélité à la chaîne YouTube Expertise AI et continuez à interroger les systèmes technologiques qui se déploient en silence autour de nous. À très bientôt pour une nouvelle plongée. Ce que nous venons d'explorer aujourd'hui dépasse largement une simple innovation technologique. Nous sommes peut-être en train d'assister à un basculement historique dans la manière dont les guerres sont décidées, menées et justifiées. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la vitesse des algorithmes risque de dépasser la capacité de réflexion humaine. Des systèmes capables d'analyser des océans de données, de détecter des cibles et de recommander des frappes, en quelques secondes, transforment profondément la chaîne de décision militaire. L'Iran et la guerre algorithmique. Mais derrière cette efficacité technologique se cache une question vertigineuse. Peut-on déléguer la vie et la mort à une machine? Car lorsque l'intelligence artificielle devient le cœur de la stratégie militaire, la ligne entre assistance technologique et autonomie létale devient extrêmement fragile. Et si cette ligne disparaît, alors nous entrerons dans une ère où la responsabilité humaine pourrait se dissoudre dans des millions de paramètres algorithmiques. C'est précisément pour éviter ce scénario que juristes, ingénieurs et institutions internationales tentent aujourd'hui d'imposer des principes fondamentaux. Maintenir un contrôle humain significatif, garantir la transparence des algorithmes et adapter le droit international à ces technologies inédites. Et l'Iran et la guerre algorithmique, mais la question reste ouverte.
Parce que pendant que les diplomates négocient, les laboratoires innovent, et les armées déploient déjà ces technologies sur le terrain. Nous sommes donc à un moment charnière. Un moment où les décisions prises aujourd'hui détermineront si l'intelligence artificielle restera un outil au service de l'humanité, ou deviendra un acteur autonome dans les conflits de demain. Et c'est précisément pour cela que ces sujets ne doivent pas rester confinés. Ils concernent chacun d'entre nous. Si cette analyse vous a apporté un éclairage nouveau sur les enjeux de l'IA dans le monde, laissez un like pour soutenir la chaîne Expertise AI. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines analyses. Et dites-moi en commentaire, faut-il interdire les armes autonomes basées sur l'intelligence artificielle? Votre opinion compte. Parce que comprendre ces technologies aujourd'hui, c'est aussi préparer le monde dans lequel nous vivrons demain. Merci pour votre fidélité à la chaîne Expertise AI. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur du futur. Si cette analyse vous a intéressé, abonnez-vous à la chaîne Expertise AI, laissez un like et partagez votre opinion dans les commentaires.